Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de notre série podcast Équité en santé. C'est avec un très grand plaisir que j'introduis le docteur Yves Jackson. Yves est responsable de la consultation ambulatoire mobile de soins communautaires, la CAMSCO à Genève. C'est un médecin interniste, privat de sang et qui a fait son PhD dans les villes de Anvers et de Sydney. Par ailleurs, c'est un très grand spécialiste de renommée internationale dans le cadre d'une pathologie infectieuse qui est la maladie de Chagas. Nous sommes très honorés de l'avoir aujourd'hui pour ce podcast sur l'équité en santé. Merci beaucoup Yves. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des conséquences de cette première vague du Covid-19 sur les groupes particulièrement fragiles de la population genevoise et discuter ensemble du fait que au-delà de l'infection virale, des conséquences multiples ont été observées et il s'agit maintenant de comprendre ce qui s'est réellement passé. Alors, je ne vous parlerai pas d'une mesure exceptionnelle qui était le recrutement d'une caserne au centre-ville permettant d'héberger des centaines de personnes vivant dans la rue. Je ne vous parlerai pas non plus d'équipes mobiles qui ont sillonné le canton pour aller identifier des clusters d'infection dans des groupes particulièrement précaires. Non, je vous parlerai aujourd'hui de ces images extrêmement frappantes de milliers de personnes faisant la queue au petit matin, les samedis du mois de mai et de juin, à la recherche d'un cabas alimentaire, souvent contenant 1 kilo de riz, un peu de farine, du sucre, des produits de nécessité, pas plus que 20 francs de valeur totale, mais essentiels pour faire face à cette crise. Ces images ont fait le tour du monde. On les a vues aux 4 continents. Pourquoi? Parce qu'elles étaient en complet contraste avec l'image traditionnelle de cette Suisse riche et prospère. Ces images ont également été très frappantes par la diversité des populations qu'elles mettaient en lumière et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. D'emblée, la crise était telle que Médecins sans frontières a dû seconder les autorités et les institutions genevoises pour faire face. Et lors d'une interview, Roberta Petrucci, qui était la coordinatrice de MSF pour ce projet, a eu ces mots particulièrement frappants. MSF a l'habitude de ce genre de distribution dans le reste du monde, mais on n'aurait jamais eu l'idée que ça arriverait à Genève. En effet, comment en est-on arrivé là? Eh bien, on vit dans une société qui est réellement extrêmement diversifiée, avec un mélange de populations en termes d'origine, mais également d'importantes disparités des conditions de vie, du niveau social, économique, et de nombreux groupes de populations invisibles, hors des radars de la santé publique et des autorités politiques. Notamment, un grand nombre de travailleurs précaires, exposés à des conditions de travail difficiles et surtout mis aux premières lignes face au virus, qui ont été exposés précocement et également qui ont souffert très rapidement des conséquences de l'interruption de l'activité économique. De plus, ces groupes d'employés souvent étaient exposés à moins de chances d'avoir le bénéfice des mesures de protection fédérale ou cantonale contre les effets du confinement et de l'interruption économique. Ainsi, il a fallu une mobilisation très importante d'organisations non gouvernementales, des autorités, des institutions qui ont collaboré de façon efficace pour élaborer des réponses pragmatiques. Mais surtout, ce que ces lignes d'attente ont démontré, c'est l'extraordinaire générosité de la population, des entreprises qui se sont mobilisées par solidarité pour aider ces gens dans le besoin à faire face à l'essentiel. Et enfin, les communautés, malgré tout, sont très connectées, réactives, bien informées et ont pu d'emblée se rendre là où les services étaient fournis. Alors, comment comprendre ce qui s'est passé? Au-delà des différentes activités de soins que nous avons pu mener sur le terrain en faisant du dépistage de Covid-19, en apportant les premiers soins aux gens qui souvent avaient dû interrompre leur traitement, eh bien, on a mobilisé une petite brigade d'étudiants en médecine, de professionnels de santé, de l'Université de Genève, de MSF,
pour aller conduire des interviews le long des chaînes, souvent très tôt le matin, les gens arrivant parfois à minuit la veille pour être sûrs d'avoir accès à un cabas alimentaire. Et voici donc le résultat de ces différentes enquêtes qui ont été menées séquentiellement au cours du mois de mai et début juin 2020. D'abord, quel était le profil de ces personnes qui faisaient la queue pour un cabas alimentaire? Eh bien, on a vu une très rapide évolution au cours du mois de mai, comme une montée des eaux de la précarité dans l'échelle sociale de notre société. Si en effet, initialement, c'était les personnes sans statut légal qui prédominaient, rapidement, ce sont au contraire des gens avec potentiellement des droits sociaux, des gens avec des permis et voire même des résidents suisses qui se sont présentés au cours des semaines. Ce qui montre à quel point ce phénomène de précarisation s'est très vite étalé au sein de la société. De nombreuses familles avec des enfants en bas âge faisaient la queue, souvent avec de multiples enfants d'ailleurs. Des employés avec des contrats fragiles qui avaient souvent perdu leurs revenus immédiatement dès les premières mesures de confinement et des gens qui décrivaient des conditions de logement extrêmement précaires avec souvent une surdensité, c'est-à-dire plus que 2 personnes par pièce du logement. Plus de la moitié des gens vivaient dans ces conditions. Et vous imaginez bien dans ces conditions-là comment se protéger du Covid et comment protéger ses proches lorsque l'exiguïté était si importante. En effet, de nombreuses personnes ont souffert du Covid, environ 3 fois plus que dans la population générale, et rares ont été ceux qui ont réussi à mener l'isolement complètement durant la période prescrite. Comme je l'ai dit au préalable, cette population fragile était fragilisée par le fait que les ressources pour faire face à un choc étaient limitées. Vous voyez sur cette enquête que la moitié, voire les 3/4 des personnes interrogées avaient des réserves financières qui n'allaient pas au-delà de 2 mois en cas d'interruption du revenu. Et ça explique pourquoi, assez rapidement au cours du printemps, les gens petit à petit ont émergé dans l'espace public pour récolter de la nourriture, récolter des biens de première nécessité, car ils étaient réellement arrivés au bout de leurs ressources financières. Ce qui a été très frappant, c'était le cumul rapide à travers le temps des insécurités. Si la perte d'emploi et des revenus était un socle commun, très vite, l'enjeu principal était le maintien du logement. En effet, payer son loyer est une dépense fixe, non modifiable et souvent non négociable avec le bailleur. Ainsi, les gens ont dû prioriser et allouer leurs ressources pour maintenir le logement, mais souvent au prix d'autres choses, typiquement l'accès aux soins, l'accès aux médicaments. De nombreux gens ont interrompu leur traitement, notamment pour des maladies chroniques, et surtout en réduisant l'accès à l'alimentation. Et c'est finalement cet accès, cette insécurité alimentaire qui a été visible dans le domaine public et qui a été tant médiatisé. Donc, comme je l'ai dit, les gens ont été placés face à des choix extrêmement douloureux entre ce qui était indispensable et non négociable et ce qui était négociable, l'alimentation et la santé étant dans la deuxième catégorie. Et ce qui était très frappant dans les enquêtes, c'est la fréquence à laquelle ces personnes bénéficiaires de ces aides d'urgence renonçaient dans le fond à toute aide. Pourquoi ? D'abord par l'impression, l'internalisation que pour beaucoup d'entre eux, ils n'étaient pas éligibles, ils n'avaient pas droit à de l'aide. Ensuite, l'accessibilité à toutes sortes de ressources était rendue très difficile, les bureaux étaient fermés, les lignes de téléphone surpeuplées. Et enfin, pour un nombre de migrants notamment précaires, le fait de se présenter dans l'espace public pouvait représenter un danger réel ou perçu pour l'accession à un permis de séjour ou le maintien de ce permis de séjour ultérieurement. Donc de nombreuses personnes ont annoncé devoir renoncer à toute une série d'aides pourtant légitimes. Et ce qu'on a vu à Genève, c'était le retour de la faim. Pour la première fois depuis un siècle quasiment, on a eu faim à large échelle à Genève. Et vous voyez que dans cette enquête, eh bien, un nombre substantiel de gens se sont retrouvés en insécurité alimentaire. Si avant la crise, environ un tiers de gens disaient déjà devoir réduire
de temps en temps les dépenses en matière alimentaire, eh bien, rapidement, au cours de la crise du printemps, 2/3 des gens ont réduit leur consommation alimentaire et environ 1/4 des gens et 10% des enfants, encore plus préoccupants, ont sauté des repas ou passé voire même une journée complète sans se nourrir, faute de moyens financiers. Voici deux citations de participants que nous avons récoltés sur le terrain. La première dame, qui est une femme d'une 50aine d'années, résidente à Genève, affirme et confirme les choix difficiles auxquels elle devait faire face en disant « c'est plus critique pour moi de payer le loyer que de me préoccuper de la nourriture ». La deuxième personne, plus jeune, qui était elle une migrante en attente de son permis de séjour, a des mots très très forts en disant « je sais que je pourrais lutter pour faire reconnaître mes droits à être payé par mon employeur qui par ailleurs a arrêté de me payer. Néanmoins, ça prend du temps. Et moi, je dois payer mon loyer, je dois acheter à manger, je dois payer mes frais de téléphone. Et c'est toujours la même histoire à la fin. Soit vous luttez pour vos droits, soit vous mangez. Et moi, je dois manger, je dois travailler, c'est pour ça que je n'ai pas le temps de me battre. Eh bien, ces images ont eu droit à un grand écho médiatique. Et cet écho médiatique a permis de mobiliser les autorités cantonales, municipales, ainsi d'apporter des réponses. Notamment, une extraordinaire plateforme de collaboration et de coordination intersectorielle s'est très rapidement mise en place. Des budgets ont été alloués, des budgets publics, mais également des fonds caritatifs pour faire face à l'urgence sociale. Ainsi, à travers le temps, les distributions alimentaires ont pu être pérennisées, se sont délocalisées dans un nombre de communes. Et ce qu'on a observé, c'est que même après la levée du confinement, début du mois de juin, eh bien, le nombre de bénéficiaires de ces colis alimentaires n'a cessé de croître. Et jusqu'à aujourd'hui, au mois de novembre, des milliers et des milliers de personnes continuent à dépendre de cette aide alimentaire à Genève. De plus, cet accès unique grâce à la distribution alimentaire aux populations précaires a permis de mettre des mesures de santé publique en place. Typiquement, les premières mesures de dépistage gratuit dans la communauté pour le Covid-19, ainsi que la distribution de médicaments essentiels lorsque les gens avaient dû interrompre leur traitement. Et on peut se poser la question si la sensibilisation de la population générale à ces problèmes d'insécurité de base, tels que l'alimentation, a contribué à la votation récente d'un salaire minimal cantonal dans notre canton de Genève. Néanmoins, la diffusion de ces images n'a pas été sans risque et la diffusion des données scientifiques a posé quelques questions. Et quelques heures après avoir mis en ligne les résultats des enquêtes, le plus grand parti politique suisse, connu pour des positions plutôt hostiles et défavorables aux groupes précaires, surtout d'origine étrangère, a publié un communiqué de presse appelant à l'expulsion systématique des migrants sans papier à Genève. Cette réponse extrêmement brutale a été un choc pour les personnes engagées sur le terrain et nous porte à réfléchir sur la façon dont la médiatisation peut être instrumentalisée. Alors, quels engagements peut-on tirer de cette expérience? Eh bien, il s'agit réellement d'une crise humanitaire, comme le disait notre collègue de Médecins sans frontières. On pensait que ce n'était pas possible, et oui, en Suisse, on peut avoir des crises humanitaires. Et cette crise humanitaire se développe sur un terrain de fragilité sanitaire, économique, politique et sociale. Cette crise a été un accélérateur d'inégalité et d'inéquité dans un pays qui, malgré tout, a un filet social solide, mais qui a des trous. La population précaire invisible fait office de sentinelle. Elle est là elle subit de plein fouet et en premier lieu ces crises. Et il est très important de garder ces populations sur le radar de la santé publique et des politiques publiques afin de comprendre les besoins et pouvoir y répondre. La faim a constitué finalement le sommet visible de l'iceberg des insécurités. Mais on a vu que les insécurités se cumulaient rapidement à travers le temps.
Enfin, la médiatisation permet d'accélérer les réponses, notamment au niveau politique, mais au risque de davantage de stigmatisation. Les initiatives issues de la communauté en complément aux réponses institutionnelles sont essentielles. La communauté se mobilise et souvent le temps est plus rapide que le temps politique. Et c'est ce qu'on a pu observer à Genève. Enfin, outre la réponse aux besoins immédiats, cette situation nous force à réfléchir à comment répondre et renforcer les capacités de résilience de ces populations. Et enfin, les experts de terrain, en l'occurrence Médecins sans frontières, qui en a vu d'autres à travers les régions en crise du monde, sont essentiels pour guider ces réponses. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ces activités décrites dans cette présentation et les inclure dans le crédit à donner à cette extraordinaire mobilisation qui a permis de faire face à cette première crise. Merci beaucoup. Yves, tout d'abord, un grand merci pour ta présentation et puis vraiment félicitations par rapport à cet effort qui a été fait à Genève qui est juste admirable. Et chaque fois que je t'entends ou je te lis par rapport à cette situation, je suis toujours assez époustouflé par ce qui a été fait. Une des choses qui me surprend toujours, c'est que tu parles beaucoup de cabas alimentaire, de faim, tu parles d'emploi, tu parles de déterminants socio-économiques de la santé et de la maladie. Est-ce que notre pandémie actuelle est un révélateur de l'état de ces déterminants socio-économiques de la santé et de la maladie dans la population genevoise, peut-être ailleurs, en Suisse? Je pense qu'à l'échelle genevoise, nationale, européenne, internationale, cette pandémie est un accélérateur de stress sur ces facteurs. Il nous appelle à être conscients de l'importance de ces facteurs non biomédicaux sur la santé de nos populations et à agir de façon très forte sur la protection de ces facteurs pour éviter des conséquences de santé à court et à moyen long terme. Accélérateur, j'ai pris note. Une autre chose assez fascinante, c'est que tu nous as montré à quel point, dans le fond, ça commençait par les personnes sans papier, mais ça allait jusqu'aux résidents suisses. Donc, quelque part, ce Covid, c'est une espèce de prisme de lecture qui nous montre combien une société forte est capable de faire pour les gens les plus fragiles. C'est peut-être comme ça qu'on mesure la force d'une société. Qu'est-ce que tu en penses? Le filet social en Suisse est excellent. Néanmoins, il a des trous ou des mailles, parfois un peu trop larges. Et ce qu'on a vu avec cette montée de la marée de la précarité, c'est que des groupes de plus en plus protégés passaient à travers les mailles du filet. De nouveau, la leçon apprise est qu'il s'agit de resserrer les mailles de ce filet de telle sorte que tout le monde puisse être protégé, tant les personnes bien intégrées dans la société que des groupes en marge traditionnellement de ce filet social, mais qui font partie de la société. Et puis peut-être une troisième et dernière question sur cet espace court qu'on a pour les questions. Toi, comme citoyen, comment est-ce que tu vois la suite sur le moyen-long terme? Tu nous as parlé et tu as évoqué des mots importants tels que la résilience, tels que la générosité. C'est quoi ta perception pour le futur proche, moyen et à long terme? J'ai confiance dans notre système de santé, notre système politique, confiance dans sa capacité à prendre des bonnes décisions. Néanmoins, je suis préoccupé par la différence de temporalité entre l'évolution de la pandémie, la rapidité à laquelle les conséquences se manifestent et le temps différent des réponses. Eh bien, je pense que l'enjeu actuel est d'accélérer d'une certaine manière les réponses et les processus de décision pour rester dans le tempo que la pandémie nous impose. Yves, encore une fois, un grand merci pour tes apports et merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi ce nouveau podcast Équité en santé. On se réjouit de vous revoir tout prochainement. À bientôt.